Comment analyser une entreprise cotée en bourse? Et surtout, comment évaluer la gouvernance d'une entreprise? Car, oui, si vous voulez évaluer de façon précise le potentiel d'un titre boursier, vous ne pouvez pas laisser un seul élément de votre enquête de côté. Et analyser la qualité de la gouvernance de l'entreprise est une étape clé dans l'analyse fondamentale. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett. Sauf que le management, la gouvernance, donc en gros comment est dirigé le navire, ce sont des aspects plutôt abstraits. Pourtant, il existe des critères qui peuvent nous permettre de mesurer les performances de la direction. Critères que nous allons donc aborder dans cet épisode. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! Cet épisode fait partie d'une série sur l'analyse des titres boursiers dans tous leurs aspects. Vous pouvez le regarder de façon totalement indépendante, mais le mieux est de le compléter avec les autres vidéos, dont vous trouverez les liens en fiche et dans la description. Sur ce, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon ami le Cube... Bonjour à tous. Nous allons aborder la question de l'analyse de la gouvernance par le biais de deux aspects. Celui des propriétaires de l'entreprise, puis celui des éléments et indicateurs capables de nous donner une estimation de la façon dont elle est gérée. Que les puristes ne nous en veuillent pas d'avoir élargi la définition de la gouvernance et de ne pas être resté sur le système déployé dans l'objectif de diriger et de contrôler l'entreprise de la manière la plus optimale tout en protégeant les intérêts des parties prenantes. En fait, en tant que petit actionnaire, nous n'avons aucune influence sur les décisions prises par les dirigeants. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais lorsqu'on embarque vers l'inconnu, mieux vaut connaître la destination et les qualités de celui qui tient la barre. Et justement, commençons cette 6e étape de notre analyse fondamentale en regardant qui sont les propriétaires du navire. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Déjà, pour soutenir la chaîne, et ensuite, parce que les épisodes s'enchaînent pour vous apprendre à investir étape par étape. Alors, en vous abonnant, vous n'en manquerez pas un seul. Peter Lynch adore les entreprises dont on lui dit que n'importe quel idiot peut diriger cette affaire. Étrange, non ? Et pourtant, ça ne l'est pas, car selon lui, toute entreprise finira un jour ou l'autre par être dirigée par un idiot. En d'autres termes, si tout tient grâce à celui qui dirige l'affaire, on a un problème. En d'autres termes, c'est effectivement ça. Pour autant, si l'étude de la gouvernance est prépondérante pour une analyse complète de notre peut-être future valeur, l'habileté du management est quant à elle très difficile à évaluer. Donc on fait quoi ? On laisse tomber ? Alors non, certains facteurs peuvent nous donner une idée de la qualité de la direction. Mais il faut garder en tête que ne pas avoir ces critères n'est pas forcément disqualifiant. Donc, les avoir est un plus, ne pas les avoir n'est pas un moins. Voilà, c'est ça. Déjà, posez-vous la question de savoir qui dirige l'entreprise. Là, on peut se baser sur les éléments suivants. Les entreprises familiales, c'est-à-dire celles où au minimum 20% du capital est détenu par les fondateurs ou leur famille, si celle-ci est directement représentée dans le comité de direction ou au conseil d'administration, eh bien c'est plutôt pas mal. Une étude menée entre 2006 et 2017 par le Crédit Suisse montre que les entreprises familiales ont tendance à surperformer par rapport à leurs pairs. Ensuite, les entreprises où le capital est détenu en majorité par les salariés, c'est bien aussi. En fait, on se rend compte que lorsque ceux qui dirigent ou y travaillent sont également propriétaires, c'est plutôt un avantage. Oui, car tout le monde va dans le même sens, à savoir la réussite de l'entreprise. Voilà. Par contre, la part d'institutionnel, surtout si elle est importante, n'est pas forcément une bonne chose. Pour rappel, les investisseurs institutionnels peuvent être des fonds de placement, des fonds de pension, des banques ou des sociétés d'assurance. Bref, des institutions qui ne détiennent pas réellement l'argent, mais agissent au nom de leurs clients par le biais des contrats souscrits. Donc, vérifiez cet élément. William O'Neill, dans sa méthode CanSlim, considère qu'avoir entre 3 et 10 investisseurs institutionnels est un maximum.
En dessous, cela signifie que parmi la multitude de ces investisseurs, personne n'a choisi l'entreprise. Au-dessus, il est trop tard pour y investir. En effet, n'importe quelle mauvaise nouvelle risque de déclencher des vagues de liquidation en cascade. Dans le même temps, Peter Lynch préconise que la part des institutionnels ne doit pas dépasser 25%. Mais les deux cherchent des entreprises qui vont exploser en termes de croissance, donc leurs critères ne s'appliquent pas forcément pour vous. Dernier point, l'un des meilleurs signes avant-coureurs du succès d'une action est de voir le personnel investir lui-même dans sa société. Donc, si les cadres et les dirigeants rachètent des actions de leur propre entreprise, c'est plutôt bon signe. Mais c'est à prendre aussi avec des pincettes, car parfois les dirigeants rachètent afin d'éviter la faillite. Oui, c'est vrai. Dans tous les cas, le mieux est d'appliquer un principe de Peter Lynch, encore lui, à choisir et à résultat égal entre deux sociétés. Choisissez les sociétés où le management a une participation significative plutôt que celles dirigées par des personnes dont le seul bénéfice est leur salaire. Si la direction possède une partie du capital, sa priorité sera la rémunération des actionnaires. Bon, du coup, on est sur des critères qu'il faut croiser avec les autres données récoltées pour se faire sa propre idée de la situation. Cela dit, il existe quelques indicateurs chiffrés qui peuvent donner des indices sur la façon dont l'entreprise est gérée. Mais comme vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous plaît. Si vous mettez un joli pouce en l'air, on ne vous en voudra pas. Bien au contraire. Un grand merci à vous et on passe à la suite. Bon, soyons clairs, jusqu'à présent, aucun critère universel ne permet de mesurer la performance des dirigeants d'entreprise. Mis à part la réussite de l'entreprise elle-même, et encore. À la limite, le cours de l'action peut servir de marqueur. Pour ça, on peut regarder l'évolution du cours à partir de la date de changement d'une équipe de direction, par exemple. Ce qui sera néanmoins très approximatif. Cependant, deux indicateurs chiffrés peuvent nous donner une idée de la performance de l'équipe managériale et compléter les évaluations précédentes. Le free cash flow et la marge opérationnelle. Le free cash flow, ou flux de trésorerie disponible, est une mesure de la performance financière de l'entreprise. Globalement, il mesure l'argent comptant, le cash donc, qu'une entreprise peut générer une fois payés les investissements nécessaires à la croissance de son activité. Évidemment, on peut tout simplement regarder son évolution pour l'entreprise. Mais si vous voulez avoir une idée de la compétence des dirigeants, mieux vaut comparer cette évolution avec celle des concurrents, mais aussi avec la moyenne du secteur. En gros, pour voir quelle équipe managériale réussit à faire le plus de cash. Oui, on peut dire ça comme ça. Parallèlement, on peut faire un tour du côté de la marge opérationnelle en pourcentage du chiffre d'affaires. En gros, elle permet de voir si les dépenses de l'entreprise permettent de générer des revenus plus importants que la concurrence. Donc là aussi, il faut comparer le critère dans son évolution au sein de l'entreprise, puis par rapport aux évolutions des concurrents et du marché sectoriel. Mais déjà, la combinaison de toutes ces petites pièces nous permet d'avoir une vision de plus en plus claire du tableau général offert par l'entreprise que l'on évalue. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette troisième partie sur l'analyse qualitative d'une entreprise. Notre quatrième et dernière partie traitera spécifiquement du moat, c'est-à-dire l'avantage concurrentiel cher à Warren Buffett. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions et remarques dans les commentaires. Et puis profitez-en pour liker la vidéo et pourquoi pas la partager. Parce que ça fait partie des trucs qui aident le plus la chaîne. Un grand merci à vous. Si vous suivez régulièrement nos épisodes sans être abonné, eh bien cliquez sur le bouton. Ça ne baissera pas la qualité des vidéos, vous savez. Et une fois que c'est fait, enfin, j'espère, il ne reste plus qu'à nous dire à très vite dans la prochaine vidéo. On dit ça. Allez, on dit ça. Leader ou traînard, idiot qui dirige des entreprises, y a pas à dire mais la bêtise est un facteur à ne pas négliger en investissement. Tu sais ce que disait Einstein ? Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. J'adore.